exclusive. Monsieur Ecobank, ça a été dur, difficile pour moi. Ecobank, Askai, deux réalisations majeures qui ramènent à un géant africain, le Togolais Gervais Kofi Bondile-Diondo. Pourtant, le chemin a été ardu. J'ai été menacé. L'incompréhension. J'ai sursauté dans mon lit. J'ai pas pu fermer les yeux. Qu'est-ce qui a pu se passer? La déception. Oh, mais j'étais démoralisé, découragé, abattu. Le choc. J'ai failli m'évanouir. Gervais Kofi Bondile-Diondo, un homme très discret dont les apparitions sont très rares dans les médias et qui décide, pour l'une des rares fois, de m'ouvrir ses portes et son cœur. Voilà un incident de parcours que je ne raconte pas comme ça, mais je vais te dire à toi. Je m'appelle Atta Ahli Ahebla. Je vous invite à découvrir en exclusivité sur ma chaîne YouTube le parcours inédit d'un géant africain, le Togolais Gervais Kofi Bondile-Diondo. Un homme qui a rêvé grand, osé grand, réalisé grand, mais aussi risqué gros. C'est un gros risque. Je m'en suis rendu compte après. Des sacrifices. J'ai démissionné. J'ai tout perdu. Ses réalisations. Aujourd'hui, quand je pense à tout ça, je dis, mais c'est pas possible. Comment tu as pu oser faire ça? Ses regrets. Les regrets, il y en a toujours. Ses coups de gueule. C'est une honte pour l'Afrique. Ses combats pour l'Afrique. Mettons-nous ensemble pour rassembler toutes nos forces. Et il y en a en Afrique. Gervais Kofi Bondile-Diondo. Rendez-vous en exclusivité et en intégralité sur ma chaîne YouTube. Racontons nos propres histoires. Telling our own stories. Avant de recevoir Monsieur Gervais Kofi Bondile-Diondo pour la première partie de son interview exclusive, je tiens à vous dire un grand merci. Merci du fond du cœur pour vos nombreux messages de félicitations, d'encouragement et de soutien. Je profite pour vous lancer ce message solennel. Nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube. C'est gratuit et partagez les contenus qui s'y trouvent. En retour, je vous promets de faire de mon mieux pour vous proposer des invités de qualité. Vous proposer des invités, qu'ils ou qu'elles soient connus ou non, de vous proposer des histoires uniques et authentiques. Pour preuve, les nombreux sujets et interviews inédits que j'ai toujours réalisés et qui se trouvent sur mes différentes plateformes, mes réseaux sociaux. Abonnez-vous donc et aidez à faire grandir la communauté et n'oubliez surtout pas la cloche de notification pour ne rien rater. C'est le moment. Le moment est venu de vous proposer la première partie de l'interview exclusive avec Monsieur Gervais Kofi Bondile-Diondo. Monsieur Gervais Kofi Bondile-Diondo, bonjour. Bonjour. Le plaisir pour moi, personnellement, de vous recevoir pour cette interview qui est le point de départ d'une aventure pour nous sur une certaine représentation des Africains, surtout dans les médias. Et vous êtes le premier et l'honneur est pour moi. Alors, nous allons tout simplement commencer par votre nom. Quand on dit Bondile, qui veut dire soit ou soyez patient, est-ce que c'est quelque chose qui vous prédestinait déjà à quelque chose, le fait de vous avoir donné ce nom? Bondile qui veut dire sois patient en Mina, langue parlée au Togo et au Bénin. Le nom Bondile vient d'un mouvement de politique que Yadema a voulu faire pour suivre le Zaïre. Comment il s'appelle l'ancien président du Zaïre? Mobutu. Mobutu, voilà. Et il a décrété brutalement ici qu'il faut changer le nom de baptême.
Alors, deux choses m'ont préoccupé. C'est les initiales, le G, Gervais. Je voulais le garder à tout prix. La deuxième chose, plus importante, qui m'a préoccupé, c'est dit, Kofi, tout le monde sait. C'est un peu partout. Je suis né un vendredi, donc automatiquement. Donc il me fallait trouver un nom qui me plaît et qui correspond à ce que je pense moi-même, à ce que je voudrais que nous les Africains, nous comprenions bien ces choses. Donc j'ai profité de cette occasion pour changer mon nom partout, Bonjide, et comme vous le dites bien, patience. La patience. Et celui qui a la patience, il a un comportement bien accepté. Il n'est pas là pour nuire les autres. Il n'est pas là pour empêcher quoi que ce soit des autres. On dit bon gilet. Et donc, c'est un nom qui correspond à vous et votre philosophie de la vie. Finalement, oui, finalement. Finalement, je crois humblement. Alors, Monsieur Djondo, à quoi ressemblait la petite enfance de Monsieur Djondo, l'école primaire, et c'était où exactement? D'abord, mes parents, mon grand-père était quelqu'un qui avait des magasins tout autour du lac à Aimé, au Bénin. Et il mettait ses enfants pour gérer tout ça. Par exemple, il y avait partout des moulins. À l'époque, là, c'est quelque chose de très recherché, des moulins à maïs, là. Hein? Au lieu de piler ça, ils vont dans la machine, ils tournent, ils tournent. Vraiment, c'était révolutionnaire à l'époque. C'est ça, voilà. Et puis, ils faisaient de la plantation aussi, beaucoup de plantations de coco, de cocotiers. Et puis, ils vendaient des choses, des petites choses diverses. Ils commandaient même en Europe, en Allemagne, des tas de choses qu'ils vendaient. Donc, il les a amenés du Togo pour les répartir là-bas. Et mon père était dans la région de Ouida, de Dekame, ça s'appelle Dekame, c'est en face de Bopa. Et c'est là que je suis né, en fait. Et depuis, bien sûr, mes parents revenaient au Togo tous les ans, pour les cérémonies, etc. Par exemple, le Kwesoso, dont vous parlez tout à l'heure. La prise de la pierre sacrée Voilà. dans les lacs au Togo. C'est ça. Alors donc, je suis né là et c'est là que j'ai commencé l'école primaire. Bon, malheureusement, mon père et ma mère ne sont pas restés trop longtemps. Ils ont divorcé. Et je suis resté chez mon père, avec mon père. Je suis presque le boutiquier de son magasin.
Quand je vais à l'école, je reviens, je travaille dans le truc. Bon, donc j'ai appris beaucoup de choses sur le plan des activités, sur le plan commercial, sur le plan de gestion chez lui. J'ai été à l'école là, et puis pour l'école supérieure, je suis venu à Ouida, puis à Porto Novo. Voilà. Et c'est après que je suis rentré au Togo. Je venais au Togo tout le temps, tous les ans, je suis là. Au Togo, je suis resté à Néo. Nous avons notre village qui a été créé par notre grand-grand-grand-père, qui s'appelle Djondo Konji, qui n'est pas loin de Atuita. Atuita qui est sur la route d'Aklakou. Aklakou qui a un grand marché. Et puis Djondo Konji est entre Aklakou et Agouegan. Agouegan a un grand marché, je dirais même international. Et quand je venais pendant les vacances, j'accompagnais mes tantes, ma mère au marché. Je portais les bagages, je vendais. Je vendais des choses. Vous voyez? Pourquoi déjà, pour vous, en tant qu'enfant, parce qu'on sait que parfois, enfant, les enfants ont envie de juste s'amuser, mais vous avez déjà été attiré par comment gérer, comment faire le commerce, le petit commerce, je dirais, de la petite ville ou bien du village déjà. Pourquoi c'était important? Qu'est-ce que ça vous a apporté, Monsieur Djondo? Ah ben, c'est vrai que j'aimais ça. Et quand je le faisais, je ne pouvais pas imaginer un jour ce que ça allait m'apporter. C'était l'enfance, mais j'aimais ça. J'aimais ça. Je me rappelle quand, par exemple, à partir de 11h midi, mon père allait faire la cuisine, allait voir, vérifier, contrôler la cuisine pour le déjeuner. Quand les gens venaient acheter des choses que ça me dépassait, je criais, je disais, papa, 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 oh, Java plein Kalilo. Je l'appelais pour lui annoncer. Les gens venaient acheter De la farine, de manioc. bien acheter. Ils vendaient tout, ils vendaient même des pipes, des machins, des trucs. Là, il sait que je ne peux pas discuter les prix avec le monsieur. Il revient régler ça. Quant aux choses courantes, normales, les gens venaient, ils achetaient, ils déposaient leurs sous, ils partaient. Oui, c'est vrai que ça m'a donné quelque chose. C'est vrai, je dois l'avouer. Alors, l'enfant que vous étiez rêvait de quoi? Rêvait de devenir quoi plus tard? Quel métier ou dans quel secteur vous voyez à l'époque en allant à l'école, en faisant aussi parallèlement le commerce avec le papa ou les tantes? Vous rêviez de quoi à l'époque? Ben, le problème de gestion me préoccupait beaucoup. Parce que je voyais que sur ce plan-là, l'organisation n'est pas ça. Bon, à l'école, on nous dit des choses. Et à partir de ces choses-là, pris de gauche à droite, la gestion, la comptabilité surtout, me préoccupait beaucoup. La comptabilité. Et d'ailleurs,
j'ai commencé à faire déjà le cours par correspondance chez Pigier. Pigier était une des écoles les plus renommées de l'époque qui faisait des cours par correspondance de comptabilité. Je faisais ça déjà, j'étais très avancé. J'y suis allé même, je suis allé en France, continuer là-bas, la comptabilité, et ça m'a mis sur le chemin. C'est ainsi, c'est de là que j'ai été recruté par la Régie générale des chemins de fer et des travaux publics, une très grande entreprise qui venait de quitter, vous savez, la guerre, la France, de quitter là-bas, ils sont installés au Niger. Ils font des routes, des chemins de fer, des trucs comme ça. Une très grande entreprise de travaux publics. Donc j'ai été recruté pour être le comptable là-bas, tout ça. Donc je suis arrivé, j'ai été nommé directeur administratif et financier. J'ai bien mené la barque. Alors, justement, vous étiez un cadre de ces sociétés et l'un des faits marquants de ce parcours, ou d'autres diront surprenant, un cadre de cette grande société à l'époque qui décide de rejoindre le syndicat ou de s'impliquer avec les syndicalistes. Pourquoi c'était important pour vous cette décision? Aujourd'hui, la question que vous posez là, moi-même, ça me revient de temps en temps. Et je vais vous expliquer ce qui a pu me conduire là. Déjà, quand je suis avec mon père, j'aime bien être généreux avec les camarades. Avec les camarades. Je donnais beaucoup de choses, de gauche à droite. Mon père, des fois, me disait que j'exagère. Prenez les choses de sa boutique. Et oui, exactement. Et donc là, quand je suis arrivé à Niamey, ils m'ont logé à la résidence des expatriés. C'est-à-dire ma position en tant que cadre que je suis dans la société me donne droit à cela. Ils m'ont logé, j'étais le seul noir africain là-dedans. Je voyais des Nigériens ou d'autres travailleurs qui venaient de souffrance. Et je venais, la façon dont on les juge, on les traite, on règle leurs problèmes. Je n'étais pas content. Je n'étais pas content. Et alors, il y avait dans l'entreprise un vieux sage qui était un marabout, un grand marabout là, qui est là, et qui, quand il y a des problèmes avec le personnel, on passe par lui pour régler les affaires, etc. Tout ça. Il me voyait, mon comportement, il était tellement content, on est devenus vraiment amis. Et donc, quand il s'est aperçu que certaines décisions, quand ça vient à mon niveau, je refuse de les exécuter, je n'aime pas ça, je n'applique pas. Il est très content. Et les délégués du personnel aussi étaient très contents. Ils venaient, ils demandaient à me rencontrer en ville. Je ne peux pas les prendre sur le terrain. J'y allais. Je ne sais pas comment j'avais ce courage. Je les écoutais. Je les
calmais pour là où c'était un peu exagéré. Et je les conseillais, je les aidais, je les remontais le moral, je les conseillais. Et donc, mon nom est très vite connu dans la ville. Et il y avait à l'époque Djibo Bakari, un grand syndicaliste, qui était là et qui suivait un peu tout ce que je faisais. Et donc, pratiquement pendant 3 4 ans, je n'en pouvais plus. J'ai été obligé de me montrer clairement sur le terrain professionnel, dans l'entreprise. Donc ça a commencé à ne pas coller entre nous. Et c'est ainsi qu'il y avait une commission nationale qui est désignée pour aller discuter à Dakar la convention collective. La première convention collective en Afrique. La première. Et là, Djibo Bakari, qui est le grand syndicaliste politique, tout là-dedans, m'a supplié de venir avec lui. M'a supplié qu'on me mette membre de la commission. J'ai dit, mais ça y est, si ça sort, c'est fini. Je suis licencié de moi-même. Bon, j'ai réfléchi. Mais la façon dont ces travailleurs sont traités, tout ce que je vois, m'a remonté. Donc j'ai dit non, il faut que j'aille défendre cet intérêt-là. Je suis parti à Dakar pour 6 mois. J'ai démissionné. J'ai tout perdu, donc j'ai démissionné. Je suis allé donc à Dakar, on a discuté la première convention collective de travailleurs. Et ça a été un grand signal pour toute l'Afrique de l'Ouest. Les gens sont venus de tous les territoires. C'est des territoires à l'époque. De tous les territoires. Il y avait un gouverneur général à Dakar. Puis il y avait un inspecteur du travail général. Donc là, nous avons négocié la convention pendant 6 mois. Donc, c'est vrai, c'est ça. Bon, aujourd'hui, quand je pense à tout ça, je dis, mais c'est pas possible. Comment tu as pu oser faire ça? Vous vous êtes tiré une balle. Ah dans oui, le pied. ça. Bon, alors, voilà, j'ai quitté Niamey, finalement, après. Je suis rentré ici. Et après la réflexion, maintenant, je dis que je vais retourner en France pour des études. Comme j'ai vu tout ça là, des études sociales, le droit social, l'inspection du travail, etc., etc. Je suis là où je suis rentré à l'Institut des hautes études d'Afrique, où sont des administrateurs civils, tout et tout. Là. Bon, donc voilà comment les choses ont commencé. Alors, il y a eu tellement de choses dans votre vie. Avant, ski est aujourd'hui l'une des fiertés, une des belles, plus grandes réalisations pour le continent africain, c'est EcoBank. Ouais. Alors, comment la première fois, l'idée d'une banque, de la création d'une banque, vous est venue? Et pourquoi? J'ai été à la SCOA. Vous connaissez la SCOA? J'ai une petite idée. Société commerciale ouest-africaine. C'est les multinationales de l'époque.
qui sont partout, un peu partout en Afrique, hein, sont installés partout. Et c'est les Blancs qui les géraient, c'est leurs affaires, etc. Ici, j'ai tout fait pour prendre cette direction. Et ça s'est très bien passé. J'ai relevé la société, oh, c'était bien. Je suis moi-même content. Quand j'étais à la SCOA, là, ça fait presque 10 ans à la SCOA, que j'ai été président de la Chambre de commerce. C'est de là, de la Chambre de commerce du Togo, que j'ai créé la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest. Tous les problèmes là, les problèmes de banque, tout ça, sont partis de là. C'est là que j'ai convaincu mes collègues, les autres, de me soutenir pour que nous faisions cela. J'ai eu un Nigérian, Lawson, Adeyemi Lawson. C'est avec lui que nous avons donc mis en place EcoBank. Alors, à l'époque, il n'y avait pas, ou pour moi, il n'y avait pas beaucoup de banques privées. Les banques qui existaient sur le continent, c'était des banques plus ou moins, je dirais, publiques. La majorité des banques, les banques françaises. C'était les banques françaises. Ah oui, oui. Et puis, il y avait même très peu de banques, même dont le capital est ouvert aux nationaux. Oui, oui, oui. Alors, quand cette idée-là naît, entre une vision que vous aviez à l'époque et la réalité, comment ça s'est concrétisé? Oui, alors nous avons donc commencé la première discussion au niveau de la Fédération des chambres de commerce. Donc j'ai obtenu vraiment le consentement de presque tout le monde. Tout le monde était d'accord dans le cadre de la CEDEAO. Et comme la CEDEAO venait d'être créée, alors j'ai dit non, mais nous devons apporter ça pour soutenir la CEDEAO. Ça sera l'organisme de concrétisation des idées de la CEDEAO, qui est, par exemple, l'intégration de l'Afrique. C'est la première idée de la CEDEAO. Alors donc, voilà, nous avons, quand j'ai réussi à convaincre tout le monde, on a commencé. Nous avons étudié toutes les situations qui avaient commencé, certaines initiatives qui n'ont pas réussi pour telle raison, telle raison. Nous avons analysé la situation de tout ça. Et j'ai insisté pour que nous ayons tout de suite une étude de faisabilité. Une étude de faisabilité. Tu sais ce que c'est? Oui. Et nous avons donc consulté un cabinet international de classe. Ça coûte très cher, mais il vaut mieux ça pour que nous ayons de la visibilité, pour que nous ayons de la crédibilité. On a fait cette étude de faisabilité qui nous a donné raison que ça peut être bon. Ça peut être très très bon même. Et c'est ça que j'ai pris pour faire le tour de tous les chefs d'État de la CEDEAO. Tous les chefs d'État, je les ai parcourus un à un. Enfin bref, donc nous avons commencé comme ça, et nous avons réparti le capital,
dans tous les pays, etc. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Alors, comment s'est passée l'étape? Est-ce que tout de suite, vous êtes allé voir les chefs d'État? Est-ce que eux tous ont adhéré à l'idée? Et comment ça s'est passé? Oui, nous sommes allés les voir, non pas pour leur demander une participation, c'est une affaire privée 100%. Ça, nous avons été intransigeants là-dessus, j'ai été intransigeant là-dessus. En fait, c'est pour nous soutenir, nous aider auprès de leur population à acheter des actions. C'est tout ce que nous cherchons sur les machins, les privés. C'était privé. Pour ceux qui pouvaient, ils achètent des actions. Vous voyez, c'est ça le soutien que nous avons obtenu de nos gouvernants. Et puis bon, donc l'étude de faisabilité a fait la répartition des actions. Ainsi, chaque pays, ce qui doit apporter ça, doit apporter ça, etc. Et comment ils ont réagi? Est-ce que tout de suite les chefs d'État se sont dit oui? Ou bien il y en avait qui étaient réticents? Comment ça s'est passé? Quelques petites anecdotes. Comment ça s'est passé à leur niveau? Sur ce plan-là, la réaction a été très bonne un peu partout. Je ne peux pas dire le contraire. La réaction a été très bonne. Partout, ils nous ont soutenus pour faire appel à leur population de s'intéresser à ces projets et de participer. La seule chose, et ça je l'ai sollicité de la CEDEAO, que la banque de la CEDEAO, il y a la banque de la CEDEAO, soit actionnaire aussi, actionnaire de référence. Ça a été fait aussi. Alors, il y a quelques anecdotes qui se racontent, et vous allez nous confirmer ou infirmer, par rapport au fait qu'à un moment donné, la France ou des intérêts français ont voulu récupérer le projet. Qu'est-ce qui s'est exactement passé à M. Diondo? Je ne racontais plus ce côté avant. Mais depuis quelque temps, j'en parle un petit peu. Ça a été dur, difficile pour moi. J'ai été menacé. Ça a été difficile pour moi. Les Français m'ont appelé. D'abord, les Africains ne sont pas mûrs pour gérer une banque. Je te jure. Les Africains ne sont pas mûrs pour gérer une banque. Deuxièmement, une banque, l'Afrique n'est pas encore à ce niveau. Et les banques qui sont là-bas, leurs banques, la BIAO, le Crédit Lyonnais, le tas de banques. Et puis ensuite, là où la chose a fallu éclater, et Dieu nous a aidés, c'est en Côte d'Ivoire. L'histoire que je vais vous raconter là, ça explique tout. Un incident de parcours que je ne raconte pas comme ça, parce que c'est délicat, c'est politique. Mais je vais te dire à toi, la période où j'ai passé chez les chefs d'État pour les informer, j'étais allé en Côte d'Ivoire, j'ai parlé à Mfoué,
Je lui ai montré tout. Il a vu le plan d'affaires. Il était tellement content que quand je partais, il m'a dit que c'est lui-même qui va parler à la télé, radio, tout. L'interview qu'on fait après le chef d'État. Il était tellement content. Il dit publiquement que c'est la première fois qu'il voit des Africains venir le voir avec un projet. Non pas pour lui demander l'argent, mais pour lui montrer le projet, tout ce qui a été fait, jusqu'à la répartition des actions, etc. Qu'il est très content et fier. Oh, ça a été extraordinaire. Donc, on quittait une fois vers fin de matinée, 11h30 midi par là. Et pour Dakar. J'arrive à Dakar, je vais à l'hôtel. À 2h du matin, le téléphone sonne. Je me réveille. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas bien compris. C'est un frère qui en a parlé. Je n'ai pas compris. Alors j'ai demandé, je m'excuse, je n'ai pas compris. Quand j'ai compris, j'ai sursauté dans mon lit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'il m'appelle, on l'a quitté la veille, qu'il m'appelle à 2h du matin. Eh bien, vous allez savoir ce qui s'est passé. Quand son interview, après notre passage, est passée à la télé, à la radio, tout et tout, toutes les banques françaises ont alerté Paris. Et savoir que vous pouvez absolument 100% d'accord avec cette histoire-là, c'est ça. Et ils ont envoyé des gens, un avion spécial est venu voir Mfoué. Le même jour, à 18-19h, l'avion spécial est atterri à Abidjan. Ils sont allés voir Mfoué pour lui raconter tout. C'est pour ça que Mfoué m'a appelé. Et vous allez voir. Alors, quand il m'a appelé, il m'a dit, bon, qu'il va me recevoir. Le matin là, qu'il envoie son avion me chercher. D'être à l'aéroport à 6h. C'était le message. Je n'ai pas pu fermer les yeux. Qu'est-ce qui a pu se passer? Cette rencontre extraordinaire qui m'a remonté les nerfs, tout et tout. Qu'est-ce qui a pu se passer? Bon, les gens sont venus lui raconter n'importe quoi, les Français. Et ça veut dire quoi? Que donc, je suis allé, je n'ai pas fermé l'œil après 2h du matin. Là. À 6h du matin, j'étais à l'aéroport. L'avion est là, me prend à 8h, 8h30. Sa voiture était à l'aéroport, au pied de l'avion. Et puis de là, on est monté chez lui. Il est sorti vers
9h30, 10h. Donc j'ai attendu. Alors, il me dit, voilà, pourquoi je t'appelle? Pourquoi vous voulez à tout prix associer les Nigérians? Moi, mon pays, dans la zone UEMOA, est le plus important au point de vue franc, CFA. Et que lui, il est plus important dans l'UEMOA au point de vue réserve, au point de vue monnaie, tout ça. Et que ça va, faut pas que ça l'abîme, ça crée des problèmes. Tu comprends ce que j'ai voulu dire? Bon. Et que il faudrait que nous débrouillons pour faire quelque chose sans le Nigeria. J'ai failli m'évanouir. J'ai réfléchi. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous venez de mettre la CEDEAO en place. C'est un projet privé pour soutenir la CEDEAO, pour soutenir l'intégration. Il faut que ça soit concret sur le terrain. Je lui ai expliqué tout ça. Il ne dit rien, il ne répond pas. Moi non plus, je n'ai pas voulu dire grand-chose. On s'est quitté. Oh, mais j'étais démoralisé, découragé, abattu, en un mot. J'arrive à Dakar. Je devais voir le lendemain le président, celui qui a remplacé Senghor là. Abdou Diouf. Abdou Diouf. Bon, mais j'ai tenu, j'ai eu le courage. J'allais le voir. Mais sans rien dire de ça de côté. Lui aussi, il a tellement accepté ça que... Pourquoi, à ce moment précis, selon vous, vous représentiez une menace pour les Français ou les intérêts français? Ben justement, c'est là qu'il faut comprendre que la France n'est pas prête à lâcher l'Afrique. C'est là qu'il faut comprendre que le problème de franc CFA dont on parle, tout ça, c'est une réalité absolue. C'est pas normal. La France nous tient comme des... Non, ça ne va pas du tout. Et ça, c'est un bel exemple, EcoBank. Je n'ai pas voulu en parler trop, mais beaucoup de gens le savent, ont vu. Ah oui, ça... Je vais te donner un exemple. Le patron de NCA Côte d'Ivoire, la compagnie d'assurance, qui a eu à racheter la BIAO, là. Il travaillait dans une compagnie d'assurance française à l'époque. Comme il s'est intéressé à EcoBank, il a acheté des actions à EcoBank, tout ça, et il en parle.
Son patron l'a mis à la porte. Diagou. Diagou, oui, oui. Il s'appelle Diagou. Son patron l'a mis à la porte. Voilà un exemple. Les Français n'ont pas accepté ça. Pas du tout. Oui, c'est là où nous devons comprendre que nous ne sommes pas, ils ne cherchent pas notre évolution. Nous devons tous leurs devoirs, nous devons tout d'eux. Voilà. Alors, comment à partir de, je dirais, ce coup dur, et mentalement vous étiez abattu, comment vous avez pu vous relever? Et c'est la seule force contre ces gens-là. Il ne faut pas se laisser abattre. Dans la vie, il faut le noter, il ne faut jamais se laisser abattre. Le courage. Le courage. Le courage. Vous tombez, vous vous relevez. Vous continuez. C'est ça, la force. L'unique de la vie. Voilà. Donc la banque, finalement, la banque naît. Comment vous rappelez des, je dirais, du moment, des émotions qui vous animaient au moment où finalement EcoBank voit officiellement le jour, au moment où, je dirais, le bébé vient au monde officiellement après tout ce processus, ces étapes? Est-ce que vous vous rappelez de comment ça s'est passé pour vous, Monsieur Diondo? Ben, il y a toujours des bas et des hauts. Nous avons eu à fêter le 25 ans d'anniversaire. Il y avait le président du Ghana qui était là. La Côte d'Ivoire était là. Ils m'ont mis à leur table. J'ai pleuré d'émotion. J'ai pleuré d'émotion. Voilà. Et longue bien EcoBank, les années, des années à venir. Quels ont été les défis majeurs? La banque, elle naît, elle commence, elle a été lancée. Quels ont été les défis, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, mais dans la mise en œuvre de ce que vous avez pensé et de cette réalité qui est devenue cette banque, Monsieur Diondo? Oui. Il y a eu beaucoup de choses. Parce que nous sommes une banque qui relève de la zone CEDEAO. Nous sommes dans la zone UEMOA. Et le Togo, qui a le siège, a accordé des privilèges à cette banque. Privilèges fiscaux, je veux dire. Et des fois, on a ça cogne un peu avec les règles de francs CFA, de la CEDEAO, de la l'UEMOA, etc. Donc, on s'en sort. On discute, on s'en sort. Ensuite, le problème le plus important, c'est que plus la banque avance, il y a des problèmes
de gestion. De gestion. Nous avons eu un moment connu de situation où les actions ont été ramassées par des banques étrangères. Par exemple, le Qatar, le Qatar. Oui. Il y a une banque sud-africaine et puis la SFI. La SFI, c'est la société financière qui participe dans les sociétés privées africaines. Ce n'est pas facile. Parce qu'au fur et à mesure que la banque avance, ça génère beaucoup. Et les Africains n'ont pas beaucoup d'argent pour suivre. Parce qu'il faut suivre. La bourse, tout ça. Donc ces gens ramassent des actions à la bourse. Et mon combat, c'est d'éviter que les Qataris soient majoritaires au niveau du conseil, au niveau des actions. Deviennent propriétaires. Tout simplement. C'est ça le challenge. Alors, est-ce qu'ici, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Africains pour acheter des actions ou mettre de l'argent dans ce projet africain, ou il y en a mais qui n'ont pas compris cette culture de préserver un héritage africain en s'associant par exemple au projet, en mettant assez d'argent comme il le faut, selon vous, M. Diondow? Oui, c'est les deux. Les Africains n'ont pas assez d'argent. Argent disponible. Et puis, les problèmes africains, parfois les Africains, on ne se donne pas fou pour l'aborder. C'est les Européens, les Français, et les autres banques qui ramassent ces actions, ils achètent. À suivre dans la seconde partie de l'interview exclusive avec Monsieur Gervais Kofi Bondide Diondow. C'est une honte pour l'Afrique. Mettons-nous ensemble pour rassembler toutes nos forces. Et il y en a en Afrique. Tous les chefs d'État, il y a un conseil, il y a un gouvernement, une assemblée, c'est pour la forme. Beaucoup de choses sont pour la forme. C'est une erreur, à mon avis. C'était quoi exactement, M. Diondow? C'est un gros risque. Je m'en suis rendu compte après. Dans quel autre secteur, par exemple, vous vous êtes engagé, vous auriez aimé vous engager en dehors des deux secteurs auxquels on vous associe, M. Diondow? Partout où je suis passé, je ne suis pas passé dans les fermes et autres. Hélas d'ailleurs. L'agriculture est la base fondamentale.
Qu'est-ce que vous souhaitez, par exemple, que les générations qui viendront retiennent de M. Gervais Kofi Bandile Diondo? Je suis trop petit pour... Pour moi, vous ne l'êtes pas. je suis trop petit. Ce qui est important pour moi, c'est l'éducation de la jeunesse, leur éducation. Il y a des gens toujours qui ne veulent pas du bien à l'Afrique. Nous-mêmes devons aimer notre Afrique. Et quels sont vos plus grands regrets? Les regrets, il y en a toujours. Et pour vous assurer de ne rien rater, abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube, activez la cloche de notification, commentez, aimez et surtout partagez autour de vous.